Alors, bonjour. Alors, durant cette webconférence France Stratégie, organisée en partenariat avec le Commissariat Général à l'égalité des territoires et intitulée Dynamique de l'emploi, quel rôle des métropoles, on va vous présenter, Cécile et moi-même, un petit état des lieux en fait, de la réflexion de nos deux institutions sur la question de la métropolisation de l'emploi, c'est-à-dire de la concentration d'une grande part de la croissance de l'emploi ces dernières années dans des espaces dits métropolitains. Alors c'est un sujet qui fait débat au niveau politique, et on comprend bien les enjeux qu'il peut y avoir derrière ça, mais qui fait aussi débat au niveau scientifique, c'est-à-dire que même dans la communauté académique, tout le monde n'est pas d'accord sur la nature du phénomène, sur ses explications, ou encore moins sur les conclusions à tirer de ça. Alors cette présentation vise évidemment à apporter quelques éléments d'analyse sur cette dynamique, mais aussi peut-être surtout d'essayer de clarifier les termes du débat autour de cette dynamique métropolitaine. Alors, comment on passe à un diapo ? Voilà. Et le plan justement est organisé en ce sens avec une première partie qui vise à définir la dynamique métropolitaine. On verra de quoi on parle, en particulier quel est le périmètre qu'on retient quand on parle d'une métropole, à quelle catégorie de territoire on fait référence, est-ce que cette dynamique est systématique ou pas. Ensuite, nous aborderons les principaux déterminants ou facteurs explicatifs de cette dynamique métropolitaine qui ont été identifiés dans la littérature économique. Puis, dans une troisième partie, nous apporterons un premier regard sur de potentiels effets d'entraînement exercés par ces métropoles. Et enfin, nous aborderons un petit élément de prospective en se posant la question de l'avenir de cette dynamique métropolitaine pour les prochaines années, en gardant bien en tête que nous aborderons toutes ces questions uniquement sous l'angle de l'emploi et de sa dynamique. Alors avant de passer la parole à Cécile, je vais juste rappeler justement qu'on fait en parallèle un petit sondage, donc avec des questions qui apparaissent sur le côté gauche de votre écran, auxquelles vous pourrez répondre au fur et à mesure de la présentation. Donc voilà, je laisse la parole à Cécile. Bonjour à tous, merci Maurice, merci à tous. Donc pour commencer, nous voudrions nous intéresser à cette question de la dynamique métropolitaine de l'emploi et en l'occurrence, on va commencer par préciser de quoi on parle. Vous voyez cette carte est issue de travaux, en l'occurrence d'une étude menée par un laboratoire qui s'appelle Economics et que nous avons suivi. Et elle permet de voir différents périmètres. En l'occurrence, vous voyez à la fois le périmètre des métropoles administratives, là, en l'occurrence on travaille sur 12 métropoles, le périmètre des grands pôles urbains et le périmètre des grandes aires urbaines. C'est important pour nous de préciser d'ores et déjà de quoi on va parler. On s'intéresse à 12 métropoles, mais sur le plan économique. On ne regardera pas ces 12 métropoles en termes de périmètre administratif. En revanche, on va prendre en compte ces deux périmètres que vous pouvez voir et en vert, ça c'est pour les grandes aires urbaines, et en violet, à savoir le pôle urbain. Mais pour être plus précise, les analyses qui vont suivre ont retenu comme maille la maille des zones d'emploi. Pourquoi ? Parce que les zones d'emploi couvrent l'ensemble du pays et qu'elles permettent de faire des comparaisons entre la zone d'emploi métropolitaine et les zones d'emploi qui sont autour des métropoles, à savoir contiguës et plus périphériques dans leurs régions respectives. Un petit point important, toujours sur cette carte précédente, on remarque des situations très différenciées sur les 12 métropoles étudiées, parce qu'on voit qu'il y a recoupement ou pas entre métropoles administratives, pôles urbains et aires urbaines. Ça peut être important pour nous pour la suite, même si on raisonnera à l'échelle des zones d'emploi, pour voir évidemment en termes fonctionnels dans quel cadre on s'inscrit. Cette carte qui s'intitule Typologie des campagnes nous a paru importante pour bien mettre en avant la diversité des aires urbaines. On voit ici les aires urbaines de plus de 500 000 habitants, on a un peu plus que les 12 que nous allons étudier, mais en l'occurrence, en interne, on se rend bien compte qu'il y a des communes qui relèvent d'une toute autre typologie que l'urbain pur. En l'occurrence, vous voyez en vert et bleu des campagnes, des
campagnes dites vieillies à très faible densité, avec une forme importante de critères pris en compte, à savoir le niveau de revenu, et aussi le caractère touristique ou résidentiel de l'économie. Donc on a fait 4 zooms à titre illustratif sur Bordeaux, Lyon, Toulouse et Strasbourg, afin qu'on voit bien cette diversité interne au sein de grandes aires urbaines. Ce sont des travaux du CGET qui ont été conduits, en l'occurrence de l'Observatoire des territoires, et on a choisi de bien faire figurer le périmètre des aires urbaines pour comprendre la diversité dont il s'agit. Pourquoi s'intéresser du coup à ces grandes aires urbaines dont on vous a parlé? Parce qu'en France, celles qui comptent plus de 500 000 habitants regroupent pour 43% de la population, 46% des emplois et plus de la moitié de la masse salariale. Sur ces grands chiffres, à savoir nombre d'emplois et masse salariale, on peut remarquer que la métropole parisienne pèse pour la moitié. Et d'après les récents travaux de l'OCDE, entre 2000 et 2010, la croissance du pays a été générée aux 3/4 par ces grandes aires urbaines de plus de 500 000 habitants, sachant que depuis 2006, la seule catégorie de territoire où l'emploi total a progressé sont bien ces grandes aires urbaines. Donc ça justifie pourquoi on s'est intéressé aux 12 métropoles qu'on va vous présenter ici, et pourquoi, en termes de dynamique de l'emploi, il nous a paru important de conduire des analyses en s'appuyant sur des travaux, notamment de chercheurs. Encore une carte pour présenter ce phénomène de concentration des créations d'emplois. Comme vous le voyez ici, on a une carte en anamorphose réalisée par le CGET où on voit à la fois le nombre d'emplois, donc vous voyez par exemple dans le cas de Paris, le poids, mais aussi la dynamique. Donc la couleur représente les taux de croissance de l'emploi sur un pas de temps qui est quand même important puisqu'il s'agit de l'évolution entre 2002 et 2012. On retrouve nos métropoles régionales en rouge qui à la fois ont beaucoup d'emplois mais dans lesquels, qui plus est, la croissance de l'emploi est importante. Alors, maintenant, si on regarde ça d'un point de vue temporel, si on retourne un demi-siècle en arrière, on observe en fait que ce phénomène de concentration de la croissance de l'emploi dans les grandes aires urbaines est assez récent en fait. Vous avez sur ce tableau le taux de croissance de l'emploi dans les différentes catégories de territoires à différentes périodes. Et en orange apparaissent les taux de croissance supérieurs à la moyenne nationale, en gris ceux qui sont à peu près équivalents à la moyenne nationale, et en bleu les catégories de territoires dont le taux de croissance de l'emploi est en dessous de la moyenne nationale. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait jusqu'à la fin des années 90, la croissance est relativement répartie dans l'ensemble de ces différentes catégories, avec seulement aux deux extrémités, donc dans les communes isolées, une perte d'emploi principalement associée à la perte d'emploi dans le secteur agricole, et à l'autre extrémité, l'aire urbaine de Paris, dont la croissance de l'emploi suit un profil un peu plus oscillant que le reste du territoire. Et c'est en fait sur à partir des années 2000 qu'on observe que la croissance est principalement portée par ces grandes aires urbaines, et à l'inverse un décrochage des aires urbaines de taille inférieure sur la période. Maintenant, est-ce que cette dynamique forte au niveau de cette catégorie des grandes aires urbaines de plus de 500 000 habitants est systématique? La réponse, elle est non. Elle est non, et même au sein de ces 500 000, si on retient que les 12 plus grandes, on voit que la plupart, en effet, bénéficient d'une croissance supérieure à la moyenne nationale. Néanmoins, vous avez Rouen et Strasbourg qui ont affiché sur la période 99-2014 un taux de croissance annuel moyen inférieur au taux de croissance de la France. Et pour les autres zones métropolitaines, les différences entre elles sont assez importantes, avec Montpellier et Toulouse qui affichent un taux de croissance plus de 2 fois supérieur à la moyenne nationale, et de l'autre côté Lille ou Grenoble qui affichent des taux de croissance assez cohérents avec cette moyenne nationale. Alors
malgré cette forte hétérogénéité, évidemment, on peut difficilement passer à côté quand même de cette concentration de la croissance d'emploi dans les grandes zones métropolitaines, et du coup ça amène à se poser la question de quels sont les facteurs explicatifs de cette dynamique. Est-ce qu'il existe en particulier des gains réels à l'agglomération, intrinsèques au phénomène d'agglomération? Alors c'est une question qui n'est pas tout à fait tranchée par la littérature économique, notamment parce qu'il y a des éléments en effet qui viennent justifier ces effets d'agglomération. Par exemple, au niveau de la demande, une entreprise qui se situe dans un territoire dense peut avoir accès à un marché plus large, donc permet une différenciation des produits, par exemple, plus forte, avec des débouchés plus importants. Du côté de l'offre, la concentration des individus et des entreprises favorise la diffusion des innovations, favorise aussi des meilleurs appariements sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'une entreprise pourra probablement trouver plus facilement des employés qui conviennent pour un poste donné, puisqu'il y a plus de personnes. Pareil sur des liens entre entreprises et fournisseurs. Néanmoins, ces effets peuvent être aussi, par ailleurs, fortement nuancés par ce qu'on peut appeler des effets de composition, c'est-à-dire que la performance en termes de croissance d'emploi de ces grandes aires urbaines ne serait pas dû uniquement à quelque chose d'intrinsèque, mais plutôt au fait que ces agglomérations sont spécialisées, sont positionnées sur des métiers ou des secteurs dont la dynamique d'emploi est plus forte sur cette période. Et enfin, il y a aussi des effets négatifs sur le phénomène d'agglomération, que ce soit des effets de congestion au niveau environnemental, au niveau des transports, et ce sont aussi des territoires dans lesquels on observe de fortes inégalités sociales et aussi une concentration des populations pauvres et précaires. Alors pour faire un peu la part des choses, notamment entre les effets de composition et les autres effets, il est possible justement de séparer la contribution des effets de composition, des effets structurels purs à la croissance de l'emploi dans ces zones, et c'est ce que fait ce graphique-là qui est tiré d'une note d'analyse de France Stratégie écrite par Frédéric Lenné à partir d'une décomposition de l'emploi en 85 métiers sur la période 2006-2011, et vous avez en bleu foncé la contribution à la croissance de l'emploi due à l'effet de composition sectorielle, c'est-à-dire qu'une zone croît plus fortement qu'une autre parce qu'elle est spécialisée dans des métiers à plus forte croissance d'emploi. Et on voit apparaître justement une chose assez linéaire en fait, c'est-à-dire qu'on a bien des espaces, les grandes aires urbaines, et en particulier les aires urbaines de Paris, qui sont particulièrement positionnés sur des métiers à fort potentiel de croissance, et à l'inverse, plus la taille de l'aire urbaine diminue, moins elle est spécialisée sur des métiers porteurs. Alors ce n'est pas Alors il faut aussi garder, pour un exemple concret, par exemple, vous avez une part importante, vous avez 85% par exemple des métiers de l'informatique qui sont situés justement dans ces grandes zones. Vous avez 3/4 des professionnels de l'information et de la télécommunication, par exemple, qui sont dans ces zones-là. Donc voilà, ça donne des exemples un peu concrets de ces effets de composition. Néanmoins, ce n'est pas le seul facteur explicatif. On voit notamment sur les grandes aires urbaines de province, donc celles de plus de 500 000 habitants hors aire de Paris, qu'on a encore un facteur résiduel, un effet, ce qu'on va appeler un effet local, non expliqué par cet effet de composition assez important, et qui peut refléter justement ces effets intrinsèques aux villes. Cet effet semble en revanche négatif sur l'aire urbaine de Paris. Maintenant, on va faire une pause de 5 minutes pour placer à quelques questions donc, sur cette première partie de présentation. Et on rappelle aussi que vous avez un sondage sur la gauche auquel vous pouvez répondre. Je crois qu'il y a la deuxième question. Avec une deuxième question qui a dû apparaître. Ouverte. Une question de Claire. Est-ce que cette analyse a été effectuée par Métropole ? Alors non, on a bien travaillé sur 12 métropoles et pas sur les 22 actuelles, puisqu'on ne regarde pas les 22 métropoles administratives. Non, on ne traite pas des 22 métropoles administratives. On a néanmoins deux niveaux d'approche. Il y a une approche moyenne et une approche un peu plus détaillée sur chaque métropole. Mais ça, on va revenir. On a un peu présenté les différentes croissances des zones, des aires urbaines des 12 métropoles. Et on va revenir plus en détail sur ces 12 métropoles ensuite. Alors une question de Christine.
concernant l'effet résiduel, l'effet résiduel, l'effet local. Effet résiduel, ou ce qu'on appelle par abus de langage un effet local, c'est ce qui n'est pas expliqué par la composition sectorielle de l'emploi dans la zone considérée. Donc c'est le taux de croissance qui est supérieur aux autres ou inférieur aux autres, parce que l'emploi pour un métier donné croît plus ou moins dans cette zone-là que sur le reste du territoire. Vous voyez également une question de Kathleen concernant les données utilisées. Les données utilisées sont celles de l'INSEE. En l'occurrence, on est bien sur le recensement de la population. Et comme on vous le disait, on s'appuie entre autres sur une étude menée par un laboratoire de recherche qui s'appelle Economics. Et on était bien sur ces données INSEE. Une autre question peut-être ? L'effet local positif constaté globalement pour les métropoles de province est-il valable pour toutes ces métropoles? Alors on peut retourner à la diapo qui montre tout ça et qui montre bien les écarts de situation au niveau des 12 métropoles étudiées. Voilà. C'est celle d'après. Voilà. Donc non, on reviendra aussi là-dessus, mais les effets sont très hétérogènes entre métropoles. Beaucoup de questions qui sont en train d'arriver. Un fort degré de spécialisation induit-il une vulnérabilité économique? Oui. Ça se perd dans toutes les questions. Une vulnérabilité plus forte de ces métropoles. Oui, une bonne question. Une spécialisation plus forte peut avoir une dépendance évidemment par rapport à ce type de métier. Après, quand on parle de spécialisation sur des métiers à forte croissance, on ne parle pas nécessairement d'une spécialisation sectorielle très forte. Enfin, ça peut être associé évidemment, mais ça peut être aussi associé à une variabilité sectorielle assez forte. C'est juste qu'on est spécialisé dans plusieurs secteurs et ces plusieurs secteurs sont plus porteurs. Donc c'est aussi possible d'avoir une variété tout en J'ajouterais qu'on a en fait pour les métropoles qu'on étudie une certaine diversité ou en tout cas une économie diversifiée avec des surreprésentations de certains secteurs dont on a parlé. Ce qui est intéressant avec notre analyse effet résiduel ou local et effet structurel, c'est plutôt de voir à quel point on a une contribution, on va dire, des secteurs porteurs dans la bonne santé de certains territoires. Mais reste encore à voir ce qu'il y a derrière l'effet résiduel. Il n'est pas dit qu'il y ait des spécificités, encore une fois, économiques, très locales, qui jouent sans qu'on s'en rende compte. Une autre question. Avez-vous un regard sur la typologie de l'emploi présent sur ces métropoles? Alors, en l'occurrence, là, on ne va pas présenter de travaux sur ce sujet. Par contre, sur les analyses que je peux vous citer côté CGET, il y a eu tout un travail sur l'évolution de l'emploi avec l'évolution du coup par grand secteur et ça peut être tout à fait mis en regard des territoires et de leur dynamique. Mais en tout cas, là, on n'y reviendra pas aujourd'hui. Est-ce qu'on prend en compte la mobilité? La mobilité professionnelle des personnes. C'est un sujet intéressant, on peut peut-être rappeler comment sont définies les aires urbaines, puisqu'on là, c'est la mobilité professionnelle. Oui, d'accord. Plus que géographique. Là, en fait, ce sont des statistiques juste descriptives, donc on n'a pas encore de facteurs explicatifs sur cette analyse-là. C'est plutôt un constat sur la dynamique propre de l'emploi. On n'est pas encore dans l'analyse explicative. Donc, non, dans cette étude, il n'y a pas de prise en compte de la mobilité professionnelle des personnes. Une question de Christian. Au sein de la population, à qui profite cette dynamique? Ça peut être la question de la partie suivante. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Alors, du coup, on va passer à la partie suivante. Il y a donc la deuxième question du sondage, je pense, va passer. On va pouvoir, je pense, générer la troisième question.
Dans ce nouveau temps, on voulait donc s'intéresser aux effets d'entraînement. L'idée étant de bien considérer la dynamique sur le plan de l'emploi des métropoles étudiées et également des zones d'emploi, puisqu'on est bien à une échelle au niveau de la zone d'emploi qui sont autour des métropoles considérées. Donc on va le voir, on s'intéresse à cette espèce d'échelle dans les effets d'entraînement qu'on veut observer. À quelles échelles donc, joue le dynamisme des métropoles en matière d'emploi qu'on vient d'étayer juste avant. Quel lien entre le centre des métropoles et leur couronne périurbaine. Donc là, vous voyez qu'on réfléchit bien à la dynamique interne et à la façon dont elle profite aux différentes communes de cet ensemble. Une autre question, donc plus sur les territoires alentours, donc hors de l'aire urbaine ou de la zone d'emploi métropolitaine plutôt. En quoi les métropoles entraînent les territoires alentours dans cette dynamique de l'emploi qui est positive, et de quel territoire s'agit-il? Est-ce qu'on est vraiment sur les territoires contigus? Encore une fois, je reprécise qu'il s'agit des zones d'emploi. Est-ce qu'on est sur des zones d'emploi plus éloignées, sachant qu'on raisonne au sein des régions d'appartenance des métropoles étudiées? De là, on peut aussi se poser la question du rôle en fait, de la dynamique métropolitaine qu'on considère dans la région d'appartenance. Est-ce que les métropoles sont capables d'irriguer leur région d'appartenance, ou est-ce qu'il ne faudrait pas renverser la question, ce sur quoi on ira, pour réfléchir à l'influence des dynamiques régionales sur la situation même des métropoles? Alors, pour aborder les effets d'entraînement, on va revenir sur ce qu'on considère aussi, faire la distinction entre ce qu'on considère appartenant à la dynamique propre de la métropole, de ce qu'on considère plutôt associé à des effets de diffusion. Alors on insiste et on rappelle ici le périmètre qui est en général retenu pour l'analyse économique des aires métropolitaines. C'est en général l'aire urbaine ou éventuellement la zone d'emploi qui sont, comme l'a dit Cécile, des périmètres beaucoup plus larges que certains périmètres comme le périmètre institutionnel de la métropole administrative, le PCI qui apparaît en rouge ici, ou le périmètre plutôt morphologique d'une ville à travers la continuité du bâtiment par exemple qui apparaît en violet sur la carte. Et comme Cécile a dit, l'aire urbaine, même la zone d'emploi, sont des territoires qui peuvent inclure justement des territoires très variés, y compris des territoires ruraux. Donc c'est pour aussi clarifier cette chose-là, qui n'est pas nécessairement toujours d'opposition par rapport à la réalité. Si on regarde justement ce périmètre de l'aire urbaine et qu'on regarde comment l'évolution de l'emploi se passe à l'intérieur, donc vous savez sur ce graphique le taux de croissance annuel moyen de l'emploi entre 1999 et 2014 sur les différents périmètres, avec en bleu l'aire urbaine dans sa globalité, en vert la couronne périurbaine, c'est-à-dire ce qui correspond sur le graphique précédent à la zone verte, donc hors pôle urbain. En violet, le taux de croissance du pôle urbain, et en rouge, le taux de croissance des métropoles administratives, dont le périmètre, comme l'a expliqué Cécile, est très variable d'une métropole à l'autre. Et on voit justement sur ce graphique que la croissance de l'emploi est particulièrement forte justement dans ces couronnes périurbaines, et ça peut amener à penser justement qu'il y a un effet de diffusion des métropoles. Sauf que dans la plupart des analyses, en fait, on considère que cette croissance de la couronne périurbaine fait partie intégrante de la dynamique métropolitaine et donc est davantage interprétée comme une croissance par les franges des métropoles que comme un phénomène de diffusion de la métropole. Donc voilà pour clarifier un peu la chose sur ce sujet. Et maintenant, si on s'intéresse à la diffusion de la croissance de l'emploi à un périmètre un peu plus large, donc le laboratoire économique dirigé par Nadine Levrato s'était intéressé justement au lien entre la croissance de l'emploi dans la zone métropolitaine et avec le reste de sa région. Alors pour ça, ils avaient retenu comme zonage, non pas les aires urbaines, mais les zones d'emploi. Donc vous voyez un peu la différence ici. Vous avez les taches de couleur, les aires urbaines, et les contours dessinent les contours des zones d'emploi. Alors, les périmètres sont significativement
différents. Néanmoins, la dynamique de l'emploi sur les 12 métropoles retenues sont assez proches entre la croissance de l'emploi des aires urbaines et celle des zones d'emploi, avec des cas particuliers en fonction des métropoles. Mais c'est quelque chose d'assez comparable. À partir de cette base, ils ont essayer de comparer justement la dynamique de la croissance de l'emploi sur les zones d'emploi des métropoles avec la croissance de l'emploi des zones d'emploi qui entourent directement cette zone d'emploi métropolitaine, donc les zones d'emploi contiguës à cette zone, et aussi avec les autres zones d'emploi de la région d'appartenance de la métropole. Et ce graphique-là montre le résultat moyen sur l'ensemble des 12 métropoles considérées, et on voit que les zones d'emploi métropolitaines affichent un taux de croissance de l'emploi très fort sur la période 2009-2014 comparé à la moyenne nationale de 0,13, et que, à l'inverse, la croissance de l'emploi dans les zones contiguës et dans les autres zones d'emploi de la région sont nulles, voire négatives sur cette période-là. Cette surperformance en fait des zones métropolitaines est légèrement expliquée par un effet de structure, c'est-à-dire un effet de composition, qu'on a expliqué tout à l'heure, mais en grande partie par un effet résiduel qu'on n'explique pas bien, et qui pourrait traduire quelque chose de local, d'intrinsèque, mais dont on n'a pas le facteur explicatif. Alors j'insiste ici sur le fait que c'est un effet moyen, et comme va le montrer Cécile, d'une métropole à l'autre, les situations sont très très différentes, et par ailleurs, on ne peut pas établir à partir de ces résultats de lien de causalité, c'est-à-dire qu'on analyse uniquement la description, c'est uniquement un niveau descriptif de l'analyse sur la dynamique du territoire métropolitain et des territoires voisins, mais on ne sait pas s'il y a un lien de causalité de l'un sur l'autre. Cette carte qui a été assez relayée nous permet de bien mettre en avant 4 situations différenciées pour les 12 métropoles étudiées. Ici, ce qu'on cherche à représenter, c'est la dynamique en termes d'emploi de la métropole et des territoires environnants, avec encore une fois cette distinction entre zone d'emploi métropolitaine, zone d'emploi contiguë, zone d'emploi périphérique. Ces 4 situations, on peut les présenter comme suit. On a une première catégorie, en tout cas un premier groupe de métropoles qui, en interne, connaît une dynamique de l'emploi favorable, et les territoires environnants connaissent également une dynamique favorable. On a parlé ici d'une sorte de co-développement de l'emploi. Le terme est peut-être un peu abusif, puisqu'on est plutôt dans un effet de corrélation plus que de causalité, mais en tout cas on remarque que cette dynamique favorable, elle est partagée. Un deuxième cas de figure que vous voyez figurer représente les métropoles pour lesquelles la métropole, elle porte une dynamique favorable de l'emploi, mais elle ne se retrouve pas, ces dynamiques favorables, dans les territoires alentours, qu'il s'agisse des zones d'emploi contiguës ou périphériques. On peut parler ici d'une dynamique en isolat avec une situation de métropole auto-centrée. Mais encore une fois, il faut prendre les précautions nécessaires. Pour la troisième catégorie, on est dans une situation inverse, on va dire, où c'est finalement les territoires environnants qui connaissent une dynamique de l'emploi plus favorable que la zone d'emploi métropolitaine. Ici, vous avez les cas notables de Strasbourg et Grenoble, alors que dans un quatrième cas, on peut constater que la dynamique de l'emploi n'est pas favorable et dans la métropole et dans les territoires alentours, avec ici Nice et Strasbourg. Donc, on souhaitait passer un peu de temps sur cette carte parce qu'elle nous paraît importante dans la mesure où elle permet, en lecture du tableau, enfin du graphique précédent, de bien rentrer dans des situations variées. À ce propos, l'étude ne permet pas de voir en quoi la dynamique régionale intègre les dynamiques métropolitaines. On regarde bien et la dynamique d'une métropole et la dynamique des territoires environnants, alors que dans la diapo suivante, on a voulu vous montrer ce que pouvait donner une analyse au niveau des départements qui croisent le taux de chômage en 2016 et la croissance de l'emploi en 2009-2014. Alors, vous allez retrouver, a priori, les métropoles qu'on a citées, mais l'idée ici est de montrer qu'il y a tout à fait
un discours à tenir sur ces dynamiques régionales et départementales, puisqu'on voit bien qu'il y a quelques grands territoires qui ressortent. Là, pour faire une toute petite explication de la carte, ont été retenus finalement les cas extrêmes, c'est-à-dire les départements qui présentent des taux soit forts, soit faibles, pour les deux critères, chômage et croissance de l'emploi. Donc le croisement de situations extrêmes donne à voir trois grandes catégories, on va dire, trois grandes couleurs ou quatre grandes couleurs. Et ça nous a paru important parce qu'il est nécessaire de replacer les métropoles qu'on a étudiées dans leur région d'appartenance, dans des dynamiques plus globales. Et à ce titre, diapo suivante, il nous a paru important aussi de rappeler qu'on n'est pas enfermé dans les limites nationales. La question de l'emploi transfrontalier est aussi importante. En l'occurrence, on note une nette progression des frontaliers, des personnes qui vivent en France, qui travaillent dans un pays proche. Ici, vous avez une analyse de ces évolutions concernant 5 pays, en l'occurrence la Suisse, le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique et Monaco. On note donc que pour la Suisse et le Luxembourg, on a une augmentation très forte du nombre de frontaliers qui y travaillent. Tout ça pour revenir sur le fait que nos dynamiques métropolitaines, et ici on peut penser à Grenoble, à Lyon, à Lille, à Strasbourg, à Nice, des métropoles françaises qui sont en situation de transfrontalité ou de proximité à d'autres pays, eux-mêmes connaissant des dynamiques métropolitaines et ayant des métropoles très fortes et très attractives, milite vraiment pour qu'on réfléchisse à ces dynamiques plus larges et qu'on prenne notamment en compte la question de l'emploi transfrontalier. Alors, pour terminer, si on se place dans une logique un petit peu prospective sur l'avenir justement de cette dynamique métropolitaine, est-ce que la concentration de la croissance de l'emploi va se prolonger, va continuer à être concentrée en partie dans les métropoles? Alors évidemment, il est un peu compliqué d'avoir des éléments prospectifs sur les aspects effets locaux, rendement d'agglomération, parce que pour l'instant, ils sont encore mal compris. Néanmoins, sur les effets de composition, il est possible justement de regarder quel est le poids de différents métiers porteurs ou plutôt fragiles délocalisés sur les différents territoires. Et sur ce graphique-là, justement, qui est établi à partir d'une étude de prospective de métiers et qualifications, et identifie justement ces métiers qui risquent de pâtir de perte d'emploi, et à l'inverse des métiers à fort potentiel de croissance d'emploi à l'avenir. Donc montre que les aires urbaines plutôt grandes sont moins spécialisées que les autres, ou en tout cas moins positionnées sur ces métiers-là, des métiers fragiles, pardon, que les aires plus petites, et à l'inverse, les métiers à plus fort potentiel de croissance semblent être davantage localisés au sein des grandes aires urbaines que des aires moyennes et petites et hors des aires urbaines, ce qui tend en fait pour l'instant à anticiper une certaine prolongation de ce phénomène de croissance, de concentration de la croissance de l'emploi au sein des aires métropolitaine. Néanmoins, ce reste des éléments très partiels, puisque là, on s'intéresse uniquement à la composition des métiers. Il y a certainement encore beaucoup d'études à faire sur cet aspect. Donc, je vais laisser Cécile conclure sur cette analyse. Pour conclure, un premier mot sur les performances métropolitaines qui sont variées, comme on l'a vu, en termes de dynamique de l'emploi. Un mot aussi sur ce dynamisme des métropoles qu'on retrouve ou pas dans les territoires alentours. Alors, en termes de diffusion, même s'il faut prendre beaucoup de pincettes pour employer le terme diffusion, on peut dire qu'en moyenne, on n'a pas un phénomène très fort. En revanche, comme vous l'avez vu avec la carte de synthèse, quand on rentre dans le détail, on distingue 4 situations différenciées. Cependant, il faut rappeler que les études actuelles présentent des limites, bien évidemment, qu'il est important de replacer ces métropoles dans des contextes plus larges, notamment régionaux, et qu'à ce titre, des analyses nouvelles méritent d'être menées.
Encore une fois, l'idée est bien de s'intéresser à ces jeux d'échelle et à l'influence peut-être d'une dynamique régionale sur ce sujet-là de l'emploi concentré dans des métropoles. Voilà. Donc, on va passer aux questions finales. Alors, une question de Philippe sur la dynamique de spécialisation n'est-elle pas influencée elle-même par l'existence de gains d'agglomération? Effectivement, ça peut l'être, et notamment sur les secteurs ou les métiers liés à l'économie de la connaissance, où, comme on disait tout à l'heure, la concentration des personnes favorise la diffusion des innovations. Or, la croissance de long terme est largement portée justement par ces secteurs innovants. Et là, oui, on a vraiment une interaction entre secteurs de croissance et effet d'agglomération. Alors, une deuxième question. Y a-t-il des stratégies d'interdépendance ou d'en-concurrence entre ces métropoles? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris dans concurrence, mais bon, l'idée c'est, j'imagine, est-ce qu'il y a une complémentarité entre ces métropoles ou un système de compétition? Alors, je ne sais pas si on a vraiment là les éléments pour répondre. Ce qu'on peut dire, c'est plutôt que là, on a vraiment raisonné de manière assez descriptive sur des dynamiques, encore une fois, en termes d'emploi, métropole et territoire alentour. Certaines régions, on pense à la région Auvergne-Rhône-Alpes, présentent des métropoles très proches avec très certainement des liens entre elles, y compris morphologiques. Une autre question de Gaëtan. Observe-t-on des dynamiques d'emploi fortes dans les zones hors métropole? Et le cas échéant, le facteur métropolitain peut-il être considéré comme majeur? Alors, le fait que la croissance de l'emploi soit en grande partie concentrée dans des zones métropolitaines n'interdit pas le fait qu'il peut y avoir des zones non incluses dans ces grandes métropoles qui affichent elles-mêmes aussi des taux de croissance forts. Ça ne remet pas en cause nécessairement le facteur métropolitain. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on constate aussi des progressions nettes de l'emploi dans certains secteurs qui ne sont pas métropolitains. En tout cas, dans la littérature économique, on a bien des observations qui sont consacrées à ces phénomènes. Et encore une fois, ce n'est pas pour autant que la concentration des emplois dans les métropoles n'est pas un sujet important. Alors, une autre question. Sur effet de structure égale effet de spécialisation, donc il y avait déjà eu une question un peu proche là pour le coup, au tout début. Je ne sais pas. C'est deux termes qui veulent dire la même chose. Donc, voilà, je pense qu'on avait en partie répondu. Une autre question de Valérie, peut-on faire un lien entre taux de croissance avec des effets des politiques publiques régionales ou métropolitaines mises en œuvre? Alors, c'est une très bonne question qui questionne finalement le rôle des politiques publiques. Encore une fois, là, les analyses qu'on présente sont descriptives et n'arrivent pas, parce que ce n'est pas leur but, à faire la traçabilité des politiques publiques et la saisie après par les acteurs locaux et vraiment un effet mesurable. D'ailleurs, peut-être qu'il faut préciser que en termes de pas de temps, encore une fois, ce qui a été considéré parmi les études sur lesquelles on s'appuie, c'est le patent de 2004-2010. Il serait de bon ton d'actualiser certaines analyses pour voir sur la période la plus récente ce qui s'est produit. Oui, ça dépend des graphiques. Et après, justement, c'est la question qui vient après, justement, le constat. Ce sera certainement le sujet de futures études, en tout cas France Stratégie. Une question sur les territoires zéro chômeur. Quel peut être l'impact des territoires zéro chômeur sur une métropole? Alors c'est intéressant, ça ne répond pas tout à fait à la question aussi de la composition de l'emploi, l'effet aussi de spécialisation de l'emploi. Maurice, non, bah, là-dessus, je n'aurai pas d'éléments de réponse.
Une autre question, est-ce que c'est... Si ce n'est sur le fait que ça peut avoir un intérêt assez important de regarder les métropoles justement sur ces politiques zéro chômeur, puisque ce sont aussi au niveau des métropoles qu'on observe des taux d'inégalité plus forts que sur le reste du territoire. Alors, une autre question plutôt sur le déséquilibre territorial. Est-ce que la dynamique constatée, donc j'imagine que c'est la dynamique métropolitaine, va intensifier et aller, j'imagine, jusqu'au déséquilibre entre région et métropole? C'est pas ce que les études qu'on a présentées montrent. Et comme on le disait, peut-être qu'il faudrait arriver à des chiffres plus récents pour étayer le propos sur la période la plus proche. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, encore une fois, on a nécessité de replacer les dynamiques qu'on a observées dans les dynamiques régionales et à ce titre d'envisager ce qui se passe même à l'échelle macro-régionale. Et c'est quand même une question assez importante parce que c'est vrai qu'on observe globalement que, encore une fois dans son ensemble, mais que les métropoles avec une forte croissance de l'emploi sont aussi positionnées dans des régions à dynamique forte. Donc oui, l'association entre la dynamique des métropoles et le déséquilibre régional est certainement imbriquée de façon importante et c'est un sujet sur lequel il faut investir fortement. Toujours en ligne, de Laurence. Ouais. Concernant les fusions, est-ce qu'il serait intéressant de poursuivre sur le rôle des politiques publiques et les observations sur les métropoles qui ont subi une fusion régionale? Dans le cadre des fusions régionales, ce qui serait intéressant d'approfondir. Dans les fusions régionales et peut-être sur... alors nous, l'étude, évidemment, ne s'engage pas dans les voies de recommandation de politique publique pour l'instant. Néanmoins, la question des compétences entre les différents échelons, que ce soit département, région et métropole ou EPCI, est évidemment un sujet important. Il y a le cas particulier de Lyon qui a fusionné le département et la métropole en termes de compétences, donc il est certainement une ville à regarder en ce sens. Donc voilà, je crois qu'on a fini l'intervention. Juste pour mentionner que demain, France Stratégie se déplace à Toulouse pour une intervention et présenter ses travaux sur les territoires à la ville de Toulouse. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir et à très bientôt.